What's up les chums? Bienvenue à une nouvelle édition Guts MMA Betting Breakdown. Donc prédiction et analyse du UFC Brésil qui arrive ce samedi. On a une bonne carte avec en main event Charles do Bronx Oliveira versus Mateusz Gamrot. Donc un absolute fan favorite en Charles Oliveira qui va tenter de rester invaincu au Brésil. Pas invaincu dans sa carrière, mais bref. On va passer au travers de la carte, on va voir tous les combats. Peut-être voir s'il y a de la certaine value sur des lines côté Paris, évidemment. À la fin, je vais essayer de vous donner peut-être un pari safe, peut-être un peu plus risky, mais bref, à suivre. Et également, si vous voulez m'encourager, ça se passe principalement sur Instagram, GutsMMA. Vous pouvez aller me suivre. Je vais essayer de vous mettre le link pas trop loin là, si jamais vous ne suivez pas déjà. Vous pouvez dropper un petit like, un follow, commentaire, whatever. Tout peut m'encourager, là, définitivement. Donc, sans plus tarder, let's get to it. Donc, en ouverture de carte, on a un combat entre Simon Oliveira et Luan Lacerda, un des rares combats de la carte où est-ce qu'on a Brésil versus Brésil. Honnêtement, j'ai très très peu d'intérêt pour ce combat, du moins d'un côté bet. J'aurais pas le choix de faire un pick là, pour le PRP où on essaie d'avoir les 12 gagnants corrects pour ce cas-ci vu qu'il y a 12 combats. Mais pour vrai, les deux, j'ai aucun intérêt là, côté Paris. Lacerda, qui est tout de même un assez gros favori, là, à moins 280. Est-ce que ça a bougé? Moins 275, fait que ça tourne encore là, dans ces eaux-là. Oliveira, qui est tout de même un gros underdog. Honnêtement, c'est deux gars en qui je n'ai pas confiance. Dans d'autres circonstances, j'aurais aligné vers Lacerda un peu plus de façon convaincante, mais ce qui m'inquiète beaucoup, pardon, là, pour lui, c'est qu'il revient d'un layoff de 28 mois, donc 2 ans et 4 mois là, depuis sa dernière apparition dans la cage. Et son parcours dans la cage du UFC, du moins, pas superbe. Donc, il y a deux combats, deux défaites, contre tout de même là, des bons combattants, là, si on peut aller voir vite fait. Là. Donc, Damon Blackshear, qui est un bon fighter dans la division. Il y a eu des up and down, mais je veux dire, ça reste un bon fighter. Donc, il a knocké Luan Lacerda là, au deuxième round. Et il a perdu contre Cody Stamann également à ses débuts. Mais vous voyez, ça remonte tout de même à 2023. Du côté d'Oliveira, plus actif un peu, ça faut lui donner. Reste qu'il y a un layoff de quoi 6 mois, pas si mal. Mais il revient d'une défaite par KO. En fait, deux défaites par KO de suite et par genou les deux. Ah, on voit un petit pattern. Mais bref, contre David Martinez, Daniel Marcos, qui sont deux bons fighters dans la division, à mon avis. Mais ce qui arrive avec Simon, de un, je crois que sa durabilité est ish-ish. Et de deux, son gabarit, même si c'est une catégorie de poids plus légère, là, on parle tout de même de 100. Ce combat-là est 135, 145. Donc à 135 livres, là, mais Simon il est très petit, vous voyez, là, à 5 pieds 4 pour la division. Là, très très undersized. Je peux comprendre que les genoux montent facilement à son visage vu les deux knockouts par nez. Et c'est ça, son skill set, son striking, son style, il se tient très grand même s'il est très petit, pas une superbe défense. Bref, honnêtement, pour moi, c'est juste un stay away. En termes de pure pick, je vais aller du côté de Luan Lacerda. Lacerda, qui n'est pas reconnu pour son knockout power, là, on le voit ici, il n'y a aucun KO là, dans toutes ses victoires. Est-ce qu'il pourrait aller chercher un premier knockout contre Chini Simon Oliveira? C'est possible. Bref, à suivre. Je pense que ça va être un bon combat en termes d'entertainment. Entertainment? Désolé, j'ai massacré le mot. Mais côté bête, là, aucun intérêt de mon côté. Donc, deuxième combat de la carte, on a Julia Porastri, la brésilienne, qui fait face à Karolina Kowalkiewicz, qui vient de la Poland, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Podasti qui est une grosse favorite et grosse underdog pour Carolina. Je comprends que Julia soit la favorite. Par contre, les odds, c'est peut-être un petit peu trop enflés à mon goût, honnêtement. Si on regarde le match-up un petit peu, là, les deux ont un gabarit très semblable, 5 et 2, 5 et 3, portée, ça se ressemble également. À noter, première grosse différence au niveau de l'âge. Donc, Carolina qui est à l'aube de ses 40 ans. On le voit, elle va avoir 40 ans dans quoi? 2 jours pratiquement. Donc, le lendemain, dimanche, si je ne me trompe pas. Et Julia a 27 ans, là, donc pratiquement, presque 13 ans plus jeune. Donc, grosse différence.
Honnêtement, si ça avait été une Prime Carolina, je pense que ça aurait été un combat extrêmement compétitif. Mais à ce point-ci de sa carrière, Carolina commence à ralentir. On voit qu'elle est plus du tout dans son prime, là. Donc, ralentissement, peut-être durabilité qui descend un petit peu également, le niveau des réflexes, la vitesse. Puis c'est là, je crois que Julia va pouvoir take over. Julia qui n'est pas toute green là, au UFC, on le voit ici, le perdu Contender Series contre Yasmine Yazudasvicius. Par contre, ça, on peut lui donner un pass à mon avis. Là, Jasmine qui est une complete stud. Ensuite, est revenu une sub pour son deuxième combat à Contender Series, signé à l'UFC. Perdu une décision contre Knudsen, ça c'est moyen, je vous dirais. Victoire contre McKenna, split decision, et ensuite défaite contre Lupi Godinez à son dernier fight. Mais honnêtement, elle m'a quand même surpris, du moins impressionné entre guillemets là, à son dernier combat. Lupi qui a un edge avec ses takedowns, définitivement, là, au premier et au deuxième round. Si on regarde plus spécifiquement la durée, là. Donc, premier round, Lupi, 3 minutes 26 de contrôle. Deuxième, 3-16. Par contre, Lupi commence à fatiguer au troisième, incapable d'avoir son contrôle. Elle a un takedown, mais elle ne réussit pas à maintenir Julia au sol pour une période prolongée. Et pour vrai, Julia a put a beating on Lupi. J'avais des tickets sur Lupi Godinez, je me souviens, j'avais les fesses serrées. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la psycho, là. On voit à l'avance, les mains basses, elle a confiance en son head movement. Elle cogne quand même dur. Elle bust up Lupi là, au troisième round. Pour de vrai, j'ai eu chaud qu'il n'y ait pas un TKO au troisième round. Fait que Paul Assi, qui est tout de même dangereux, dans ce combat-là, elle a l'avantage de la jeunesse, définitivement. Elle va être plus rapide, elle a plus de pop dans ses frappes. Je pense qu'elle a plus le dog in her par rapport à Carolina, pardon. De son côté, vous voyez, elle a eu des bonnes, des mauvaises séquences au fil de sa carrière. 9-9 au UFC, fait vraiment, d'habitude, on dit un journeyman, mais une journey girl dans ce cas-ci. Donc, beau petit début au UFC. Elle a combattu définitivement un plus haut niveau d'opposition. Là. Donc, les meilleurs, tu vois, Rose, Johanna, Gadela, Andrade. Elle a fighté les Usos de la division. C'est juste qu'à ce point-ci de sa carrière, c'est plus la même combattante. Là que fut dans le temps. On l'a vu, elle avait une belle petite streak ici, mais ses derniers combats contre Lucindo, contre Gomez, on voit le volume qui commence à diminuer, le pace, etc. À mon avis, c'est probablement Julia, une décision plus souvent qu'autrement. Mais le late finish props m'intéresse un petit peu. Julia va pousser un bon pace, je pense. Elle va placer les meilleurs shots. Puis justement, elle a du pop dans les mains. Elle s'est déjà fait terminer au UFC, Carolina. Pas souvent, mais ça arrivé. Et du côté de Julia, elle a quelques finishes aussi par KO là, à sa fiche. On va voir ici, vous voyez. Elle a 4 knockouts, mais jamais au premier round. Donc je crois que c'est surtout de l'accumulation. Même si Carolina s'en vient plus vieille, je pense qu'elle est encore capable de prendre un bon beating. Là. Fait que si un finish, d'après moi, ça va être un petit peu plus loin là, dans le combat. Donc pour moi, c'est Julia, décision, mon lean. Mais les TKO, c'est pas hors de la table également. Donc, prochain combat, on a Lucas Rocha versus Stewart Nicol. Rocha qui va être fan favorite du Brésil versus l'Australien Stewart Nicol. Côté statistique pour ce combat-là, les deux ont un fight officiellement au UFC si je ne me trompe pas. Contender Series, c'est pas comptabilisé dans les fiches que j'utilise, donc très peu. C'est pas trop fiable du moins là, comme données. Fait qu'on va plus se pencher sur les stylistic match-up, qu'est-ce qu'on voit sur tape. Côté odd, c'est très très serré. Vous voyez pratiquement là, un coin flip. Lucas Rocha qui est présentement un léger favori. Au niveau de l'âge, les deux sont relativement jeunes, 25 ans versus 30 ans. Flyweight fight, ça va aller vite. La portée semblable également. Par contre, un gros contraste dans leur style. Stewart Nicol qui est beaucoup plus axé sur le grappling, la lutte. Debout, je ne crois pas nécessairement que c'est sa grande force. Rocha, je crois qu'il va avoir l'avantage au niveau du striking. Se débrouille en grappling aussi. Là, on a vu qu'il y a une takedown defense quand même bien. Bref, c'est voir qui va être capable d'implémenter son game plan au mieux. Si on va voir un petit peu là, au niveau de Rocha, vous voyez, il avait gagné son combat à Contender Series contre David Bittencourt. C'était un pick'em aussi. Il s'est fait out-grapple pour la totalité du premier round, ou presque. Si on va regarder plus précisément les stats, là. Il s'est fait takedown, je crois, 5 fois
au premier round. Ouais, 5 fois sur 14. Donc, quand même, on en a défendu plusieurs, mais ultimement, c'est fait contrôler pendant 80% du round. Donc, not a bad look, c'est fait outstrike, not a good look, pardon, 20-2 pour les coups significatifs. Par contre, early deuxième round, Rocha qui réussit à timer un coup de genou sur la tentative de takedown de Davy et il knock out cold. Donc, très, très bon revirement de situation. Quelque chose qui pourrait arriver définitivement là, dans ce combat-là. Son deuxième combat contre Clayton Carpenter, premier round, un petit peu plus, plus ou moins, pas tant serré, je dirais debout, relativement compétitif, mais Carpenter, il niaise pas trop, il va chercher le takedown, il contrôle, vous voyez, un peu moins de 80% du premier round. On voit un copier-coller avec son fight à Dana White Contender Series. Par contre, au deuxième, Rocha n'a pas réussi le coup de circuit. Il se fait takedown. Carpenter, bon grappler, on va en reparler, il se bat plus tard. Là. Take the back, il sécurise la soumission assez rapidement là, sur Rocha. Donc, performance moyenne, je dirais. Carpenter est très doué, honnêtement, mais ça laisse quand même une petite trace, du moins niveau confiance, surtout contre un autre grappler comme Stewart Nicol. Au niveau UFC, un seul fight là, pour Stewart. A essayé d'engager le grappling contre Jesus Aguilar, qui est un très bon Jiu-Jitsu guy. Et il est tombé dans la guillotine, nasty guillotine de Jesus, qui endort Stewart Nicol carrément. Donc bref, il a essayé d'amener le combat dans sa zone, mais ça n'a pas pardonné contre un combattant contre Jesus. Donc bref, on dirait que j'ai pas confiance encore une fois en ni un ni l'autre. Je pourrais voir Stewart qui réussit à contrôler le combat pour la majorité du temps au sol. Peut-être avec le ralentissement, la fatigue, moins de succès avec les takedowns late. Stewart qui réussit à placer les meilleurs shots. Un genou peut-être qu'il allume en shootant, who knows. Ou même une guillotine comme Jesus. C'est sûr que la guillotine à Jesus Aguilar doit être vraiment supérieure qu'elle de Lucas Rocha. Mais c'est pas impossible. À l'inverse, qui nous dit pas que Stewart pourrait pas avoir des takedowns à soi justement puis aller trouver le choke de son côté. Fait que bref, côté bet, encore une fois, les deux sont green au UFC. J'ai pas confiance en ni un ni l'autre. En termes de pure pick, en ce moment, ça va peut-être changer d'ici demain. Là, je vais continuer mes recherches un peu, mais je pense légèrement du côté du favori en Lucas Rocha. Mais honnêtement, il y a des bons arguments pour les deux côtés là, dans ce duel-là. Donc, prochain combat chez les femmes, à nouveau, on a Irina Alexieva de Russian Ronda versus Beatriz Mesquita, la brésilienne dans ce duel. Donc, bref, je crois honnêtement que Mesquita devrait roll over Irina Alexieva assez facilement. Mais je me garde quand même une petite gêne. Au niveau de l'âge semblable, vous voyez, 35 ans, 34 ans, seulement 5-0 pour Beatrice versus 5-3 pour Irina, qui n'a pas nécessairement un palmarès plus gros, on va se le dire. Au niveau de la grandeur, quand même, bon avantage de taille du côté de Irina. Et la portée, par contre, c'est Beatrice qui l'a. Maintenant, Beatriz Mesquita, oui, elle n'a pas beaucoup de combats. Par contre, c'est une grappleuse, je ne sais pas si ça dit grappleuse élite. Elle a des compétitions de Jiu-Jitsu à très haut niveau là, depuis 2010-2011. Fait que vous voyez, mettons, sa carrière ici, là, MMA est tout frais. Je pense qu'elle a peut-être combattu une fois ou quelques fois en amateur auparavant, mais bref, regardez son résumé de grappling. Elle a affronté des noms que vous connaissez peut-être. Là. Si on reste dans le MMA, entre guillemets, il y a Jennifer Maia, combattante du UFC, peut-être plus prime non plus, mais reste un très bon jiu-jitsu. Elle a battu Misha Tate. Il y a une couple de noms comme ça, là, quand on descend, que vous allez peut-être reconnaître. Perdu contre Juliana Miller, par contre. Mais bref, vous voyez là, les compétitions de jiu-jitsu à très haut niveau, là, EBGGF, elle a du ADCC, des World Championships. Fait que bref, grosse expérience en jiu-jitsu du côté là, de Béatrice. Du côté de Irina, honnêtement, peu fiable de Russian Ronda. Elle ne ressemble plus à ça du tout. Là. Vous allez probablement faire le saut samedi d'ailleurs là, quand vous allez la voir. De 1, pas super doué. De 2, fight IQ très désirable. De 3, je pense qu'elle n'est pas dans un bon mental space. Elle a eu des problèmes, je crois, de dépression, de toutes sortes d'affaires là, autour du MMA. Elle a testé positive à testostérone, si je ne me trompe pas, ou un autre stéroïde. Fait que, bref, pas dans un bon space, à mon avis. Un fight cam moins bon que Béatrice, qui est à ATT. Et honnêtement, ça run présentement
pas très belle là, au UFC. Elle a 3 combats. Knee bar au début contre Stephanie Eager. Ça, c'est très impressionnant, on va se l'avouer. Mais bref, après ça, défaite par décision contre Melissa Mullins. Elle avait bien commencé le fight, finalement, s'est fait takeover. Cardio suspect encore. Dernier combat, je piquais, imaginez-vous donc, j'avais pris Irina pour gagner contre une fille, je croyais vraiment, vraiment, vraiment low level en Claudia Sigula. Et finalement, elle s'est fait piece up debout. J'ai pas eu mon pic. Elle est sur ma blacklist définitivement, là, Irina Alexeva. Je crois vraiment que Béatrice va roll over. Aussitôt qu'elle va réussir à mettre les mains dessus, ça va aller au niveau du grappling. Elle devrait trouver une soumission, je crois, là, assez rapide quand ça va arriver. Peut-être un TKO aussi, mais honnêtement, Irina, il faut lui donner. Je crois elle est tough. Elle va être dure à mettre knockout ou TKO, à mon avis. Donc, sera probablement là, une sub. C'est mon ligne présentement. Mais les bookies sont all over it. Là, si on regarde là, Béatrice, qui est une immense favorite à moins 650. Si on regarde les lignes, là, la sub, où est-ce qu'elle est? Je me trompe pas, c'est pas mal un PKM là, au niveau de la soumission. Mesquita, ben ça, vous voyez, moins 130 sur certains books. J'en ai vu à moins 110 encore. Mais encore là, c'est pas une très bonne value pour une ligne du genre. À la limite, Mesquita décision, ça pourrait peut-être être un petit poke. Irina s'est jamais fait finir. Quand même tough, mais ça me surprendrait vraiment qu'elle survive 15 minutes là, euh, contre Béatrice. Donc, mon pick, Béatrice, tout de même, une bonne confiance. Je me garde une petite gêne, par contre, parce qu'on le sait, là, les athlètes de BJJ qui arrivent en MMA Pro au UFC, des fois, ça nous réserve des surprises. C'est plus juste du grappling, c'est punchy kiki, il y a des coups au travers de ça. On l'a vu récemment avec Marcus Buchecha qui a perdu son UFC début, puis il y a une couple d'exemples là, dans le passé qui sont déjà arrivés. Donc, Béatrice Mesquita for the win, sub, c'est ma prédiction. Prochain combat, on a Vitor Petrino versus Thomas Peterson. Donc, Vitor Petrino qui va combattre pour la deuxième fois chez les heavyweights. Dans sa nouvelle division, His New Home. Donc, c'est Vitor qui est présentement le favori assez gros. J'aime pas trop ça, honnêtement, là, la cote comme ça sur lui. Par rapport à Peterson, là, underdog à plus 250. Donc, au niveau là, des mensurations, on voit 28 ans, 30 ans, semblable, pas une grosse différence. Les deux, ce sont des heavyweights, mais qui sont sous la limite, fait que probablement leur walk-around weight environ. Pas nécessairement super grand, 6 pieds 2 Petrino, donc un pouce de plus. Par contre, tout de même un avantage de portée là, par rapport à Peterson. Peterson qui est gaucher versus Vitor Petrino, le droitier. Honnêtement, si on regarde niveau statistique, Peterson qui a des meilleures stats de striking, donc il a pas un différentiel, pardon, là, mais sa précision, sa défensive sont tout au-dessus de la moyenne là, de la division. Il semble avoir un meilleur volume de frappe aussi. Donc, bref, debout sur papier, Peterson, ça look un petit peu mieux. Petrino, par rapport à lui, là, je l'ai dit, il a un volume un petit peu plus low que la moyenne. Sa défense et sa précision, je pense que c'est entre 4 et 5 sous la moyenne de la division également. Donc, ça look un petit peu moins bien. Par contre, niveau power, définitivement Petrino. Peterson qui est un petit peu plus bas sur ses jambes. Boxe quand même correct, honnêtement, là, relativement smooth, mais pas une énorme pop dans ses mains là, pour les heavyweights, à mon avis. Donc Petrino peut-être plus sélectif dans ses shots, en envoie moins, mais s'il connecte solide, ça va faire beaucoup plus mal. Là. C'est ce que je crois. Les deux combattants également qui ont des bonnes stats là, au niveau du grappling. Donc, Petrino qui average 3,7 takedowns par 15 minutes. Pardon. Peterson, lui, est à 4 takedowns par 15 minutes. Donc, les deux aiment ça aller dans le grappling de temps à autre. Peterson qui a un background en lutte. Il peut avoir des bonnes amenées au sol. Défensivement, on ne l'a pas vu souvent. Il y a un combattant qui a tenté de l'amener au sol, c'est Mohamed Ousmane qui devait se battre sur la carte justement, qui finalement son combat est off. Il n'a pas réussi, fait que sur papier, takedown defense 100% pour Peterson, mais il y a juste Mohamed Ousmane qui a essayé de l'amener. Donc bref, si Petrino s'y met, je crois qu'il y a un gros avantage de physicalité. Vous verrez samedi, là, la différence de shape est très flagrante. Là, donc Peterson qui est un peu plus on va dire sloppy entre guillemets, et Petrino qui est un animal, là, il est très très costaud, il a l'air très fort physiquement.
Donc, à mon avis, si Petrino tente de l'amener au sol, il pourrait avoir du succès. Peterson sur son dos, comment ça va looker? Bonne question. Je crois que Petrino a définitivement un gros avantage au niveau du pur jiu-jitsu, du grappling. Peterson, par lui, peut-être plus au niveau de la lutte, mais avec la physicalité de Petrino, je ne serais pas surpris qu'il réussisse à avoir des takedowns. Par contre, si le combat s'étire, ça pourrait se corser pour Petrino, qu'on a déjà vu fatigué un peu là, dans le passé. Peterson, je crois qu'il a un cardio supérieur définitivement. Par contre, niveau chin, niveau chin, je pense que c'est semblable. Mais c'est ça, l'athlétisme de Petrino pourrait faire une différence ici. En termes de pure pick, j'aurais tendance à aligner du côté de Vitor. Mais la cote, par contre, là, à moins 320, j'aime vraiment pas ça. Peterson n'est pas nécessairement out de ce combat-là, surtout s'il sort du premier round. Donc, premier round, à mon avis, Petrino va dominer. Ça pourrait même être une bon live bet situation, honnêtement. Si vous voyez que Peterson se fait tapocher pas mal au premier round, Ragdoll dominé au sol, mais que survit, ben, il va sûrement avoir une très grosse cote là, sur sa tête en live. Et si vous voyez des petits signes de fatigue de Petrino, ça se pourrait très bien que Peterson il take over late. Donc bref, en termes de pure pick, je vais y aller pour Petrino, mais c'est pas nécessairement un favori en qui je suis super confiant dans le moment. Il a été très inconstant au fil de sa carrière. Il s'est fait takedown lui-même par des gars vraiment moins physiques là, que Peterson, Bellato, Turcage, etc. Donc, dernièrement, ça va bien. Depuis sa montée à heavyweight, il y a un seul combat contre le pire combattant de la division. Mais oui, on peut dire que ça va bien récemment, dans le fond. Mais écoutez, si Petrino il perd contre Peterson, je vais vraiment avoir un gros doute là, sur son futur au UFC. Il va sûrement hang around puis avoir des combats le fun, là, mais top de la division, je ne penserais pas. Donc, c'est un test important pour lui, le Thomas Peterson. Puis lui qui n'a pas looké nécessairement mauvais là, depuis son début au UFC. Il s'est fait knocker contre Shamil Gaziev. Mais honnêtement, c'est un monstre, ce gars-là. Je lui donnerais un pass, là, personnellement. Fait que bref, on y va avec Petrino pour le pick, mais vraiment pas une love là, avec la cote. Donc, combat suivant, on a Jafel de Pastor Filo. Fun fact, ce serait réellement un pasteur versus Clayton Carpenter, America versus Brésil. Si on regarde au niveau des odds, ça a beaucoup bougé au fil de la semaine, des fois un 50-50. Là, on a Clayton qui est légèrement favori. Je crois que c'est toujours d'actualité. Là. Donc, oui, moins 118, moins 125, vous voyez. Donc, Clayton Carpenter, léger favori. Au niveau là, des mensurations, 32 ans, 29 ans, pas une énorme différence. 125 livres, donc ça va aller vite. Ce sont des petits bonhommes. 5 et 6 versus 5 et 7, 66 pouces de portée versus 68,5. Donc très semblable. First, côté expérience, quelque chose que j'ai remarqué. Là, Jafel Filo qui est 16-4 chez les professionnels, qui fait du MMA Pro depuis 13 ans. Contrairement à Clayton qui est 8-1, donc vous voyez beaucoup moins de combats. Et dans le MMA professionnel depuis 6 ans seulement. Par contre, Clayton, il a fait d'autres choses. Là, soyez sans surprise, là, il a fait de la lutte, il a boxé, il a gagné les gants dorés, si je ne me trompe pas. Là, donc, niveau Golden Gloves de son côté. Très bonne main d'ailleurs. Donc, pas nécessairement. C'est pas un tout nu, là, même s'il y a moins d'expérience là, que Philo, on va le dire comme ça. Au niveau du layoff, les deux sont battus relativement récemment, là, entre 4 et 8 mois. Du côté du striking, je donnerais un avantage, du moins de propreté, entre guillemets, à Clayton Carpenter. Je crois vraiment qu'il y a une boxe plus solide, justement, que Jafel. Par contre, Filio qui cogne très dur pour la division, donc même s'il est moins technique, je crois que ses shots pourraient faire plus de dégâts. Par contre, maintenant, niveau durabilité, même si Clayton, j'ai l'impression qu'il frappe un petit peu moins dur, peut-être un petit peu moins de variété dans ses frappes, je crois que la durabilité va du côté de Carpenter. Donc, Philo peut-être légèrement plus fragile. Je dirais pas qu'il est chini pour autant, mais je pense qu'il est peut-être plus susceptible là, à wear le dégât un peu plus mal. Côté statistique, Philo, très low volume, ça par contre, c'est à souligner. Là. Si on regarde là, par 15 minutes, là, pas par 15 minutes, pardon, par minute, 1,7 coups significatifs en moyenne. C'est très très bas là, pour les standards de la division.
avec une précision qui est moyenne également. Donc 2% sous les standards et à distance, même près de 6%. Du côté de Carpenter, offensivement, meilleur volume, meilleure précision, meilleure technique définitivement, à mon avis. Donc debout, j'aurais tendance à lui donner l'avantage. Faut pas count-out Jaffel Philo pour autant. Comme je dis, il est dangereux, mais il lance pas beaucoup. Mais anyway, je pense pas qu'on va les voir debout nécessairement pour une période prolongée. Jaffel Philo, on a parlé de ses skills debout, mais c'est un maître du Jiu-Jitsu. Très, très dangereux là, au niveau du grappling. Carpenter aussi a un bon grappling, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un niveau de différence là, entre les deux. Au niveau pour vous donner une idée pourquoi je pense pas que ça va être trop à distance, là, au UFC, Philo a seulement 27,8% de son temps d'octogone à distance, donc c'est très 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 peu. Et même du côté de Carpenter, seulement 32,5% de son temps d'octogone à distance. Donc je pense que les deux vont engager le grappling assez rapidement. Carpenter qui semble avoir une bonne défense de takedown, surtout pour les shoots standards, comme les doubles, les single legs, très bon sprawl. Par contre, on l'a vu se faire takedown à quelques reprises, là, notamment dans son dernier combat contre Ulanbekov, là, via des bodylock takedown. Et à l'inverse, Jaffel Philo, on l'a vu avoir le même type de takedown contre Alan Nascimento, un grappler très haut niveau là, dans son dernier fight, et dans d'autres auparavant. Donc je crois que même si Carpenter est très physique, il va avoir de la misère à défendre toutes les amenées au sol de Philo, qui est très très fort aussi, honnêtement. Là. Euh, Même s'il est peut-être moins musculaire, là, il a l'air très raide là, comme fighter au niveau de la force. Donc, si on regarde un petit peu là, le parcours Philo ici, il a gagné Contender Series. Il a vraiment pas. Ça, c'était une très belle performance contre Robert Echeverra. Début au UFC contre Mohamed Mokaev. Pour de vrai, il a failli gagner ce combat-là. Je vous suggère vraiment d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Le début peut-être un petit peu plus boring, entre guillemets, si vous êtes moins fan de Jiu. Mais Jaffel Philo qui sécurise là, un knee bar, pratiquement il sort le genou de l'axe, je sais pas, probablement que 99,9% des combattants auraient tapé sur cette tentative de sub-là. Mohamed Mokaev qui tape pas, qui push through la douleur, et finalement Philo qui s'est fatigué à squeezer le genou de même, puis c'est lui qui se fait choquer. Fait que bref, situation quand même particulière. Les deux combats suivants, va chercher des soumissions contre Ode Osborne, très impressionnant. Ça s'est fait rapidement, le takedown, les transitions. Puis oui, la soumission, mais vous voyez là, les strikes aussi également en un round. Donc, bon ground and pound, bonne transition. On va chercher le rear naked choke rapidement. Pardon. Son dernier combat contre Alan Nascimento, j'étais du côté de Jaffel, puis un combat qui aurait définitivement pu gagner. Nascimento, qui est vraiment un bon combattant dans la division, mais manque un peu d'activité en raison de blessures, toutes sortes de facteurs. Bref, on ne s'attendra pas là-dessus, mais un excellent grappler Nascimento, qui s'entraîne d'ailleurs avec Charles Oliveira. Jaffel Philo qui le ragdoll au premier round, takedown, contrôle aisément. Deuxième round, c'est parti pour le même scénario, mais Jaffel essaie d'aller chercher une soumission à partir du dos, monte un peu trop haut, glisse, se fait renverser, se retrouve sur son dos et se fait contrôler pour la majorité du round. Et c'est pratiquement un copier-coller au troisième, donc il a vraiment fait des erreurs flagrantes qui lui ont coûté le combat malheureusement. Puis j'espère qu'il va avoir appris de ces erreurs-là. Du côté de Carpenter, trois belles victoires au Contender Series entre autres. Juan Mironderos, who the fuck is this guy? Il s'est fait takedown par ce gars-là, donc bad look, même s'il a gagné, je veux dire, si tu te fais takedown par Juan Camilo, je crois que Jaffel Philo, s'il commit à ses takedowns, il devrait les trouver également. Son dernier combat, avant-dernier, pardon, contre Lucas Rocha, qu'on a breakdown plus tôt, donc vous savez déjà un petit peu ce qui est arrivé. Et son dernier contre Tagué Ulanbekov, s'est fait takedown à répétition, s'est fait contrôler. Debout par moment, c'est plus serré, évidemment, mais au niveau du grappling, Tagué qui domine. Tagué qui est un bon fighter, mais honnêtement, je pense pas que le Jew level là, de Jaffel Philo, c'est mon avis à moi. Donc bref, combat serré sur papier, mais si on peut avoir un plus money du côté de Jaffel, je pencherais là, sur ce side. Probablement que ça va se rendre à la décision plus souvent qu'autrement. Les deux premiers rounds, je pense que Jaffel il a assez un bon casting pour aller chercher un petit edge. Le troisième, ça pourrait chauffer un petit peu. Un genre de 29-28 pour Philo, ça me surprendrait pas. Peut-être même un split decision au Brésil, c'est un combat serré.
Mais sinon, le finishing upside, j'ai l'impression que c'est Jaffel qui l'a avec ses soumissions là, dans ce combat-là. Donc, mon pick, Jaffel Filho, underdog. Donc, prochain combat, on a Lucas Almeida, le Brésilien, face à l'Américain Michael Aswell. Honnêtement, ça risque d'être un banger, probablement 15 minutes de striking back and forth. Donc, gardez vos yeux sur ce combat-là. Même si vous ne les connaissez pas, ça risque d'être un très fun fight. Au niveau ici là, des mensurations de la fiche, 15-4 pour Almeida, 10-3 pour Aswell. Almeida qui est un underdog léger là, dans les environs de plus 135, c'est encore d'actualité si je ne me trompe pas. 34 ans versus 25, fait que tout de même un bon gap au niveau de l'âge. La grandeur, Almeida qui va avoir l'avantage avec 3 pouces de plus et la portée, là, 2 pouces également. Donc, comme je disais, deux strikers principalement, ce pas des combattants qui ont tendance à aller chercher ou des takedowns ou qui tentent d'initier le grappling. Bonne différence de style, par exemple. On a Lucas qui a plus un style taille, plus à l'aise à distance, travaille bien avec les kicks. Alors que Michael Aswell, c'est plus un volume boxer. Il envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de frappes. Donc, très grosse activité de son côté. Met de la pression, frappe non-stop. Alors qu'Almeida a peut-être un volume un peu moins élevé, mais beaucoup plus de pop là, dans ses frappes. D'ailleurs, petite note, côté cardio, pour vrai, les deux ont un très bon cardio. Pour ça, je crois que ça peut durer 15 minutes. La durabilité, je donne l'avantage à Aswell. On l'a vu prendre des bad beatings, encaisser des nombres de coups en un seul combat assez élevés. Donc, même si Almeida cogne plus fort, il est plus dangereux, je crois qu'Aswell va être en mesure d'encaisser ce qui va arriver de son côté. Donc, de l'autre côté, Almeida, on l'a déjà vu se faire terminer, mais je pense pas que Aswell a nécessairement la puissance pour le mettre out. Donc, comme je dis, c'est un volume puncher, mais il n'y a pas nécessairement un pop incroyable dans ses frappes, du moins de ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que j'anticipe une décision. Qui dit décision serrée au Brésil, c'est sûr que si on a un prix d'underdog sur Almeida, c'est probablement plus de ce côté-là que je vais leaner. Si on regarde un petit peu plus précisément leur parcours, là, Almeida, pas tout beau, là, on le voit contre Daniel Zellweger, Contender Series. Bon fighter, il a donné un bon combat également. Mais bref, on passe, belle performance contre Izano, s'est fait absolutely smoke contre Pat Sabatini. Knocké au premier round contre André Fili. Mais pour de vrai, André Fili, quand il est on et puis qu'il rentre avec sa précision, son pop, il peut faire très très mal. C'est ce qui est arrivé. Battu Timi Kwamba, décision correcte. Son dernier combat, split decision loss contre Danny Silva. Tout de même, un bon fight là, de sa part. Donc, Lucas Almeida, comme j'ai dit, qui est plus à l'aise à distance de kick. Mais une fois dans le range, il n'a pas peur de swinger. Donc, si Aswell les rentre proche, et surprenez-vous pas qu'il swing des wild hooks. Sa défense est très mais il cogne très très fort là, avec ses gros shots wild. Donc, ça pourrait venir couper un peu le rythme là, de Michael Aswell quand il rentre dans le pocket. Niveau des stats, Almeida qui a sa défensive, sa précision qui est en dessous des averages. Mais écoutez, quand il touche, s'il cogne plus dur, ça va peut-être avoir un petit peu plus d'impact au niveau des juges. Donc, mettons, si Aswell, il place 4 coups, mais plus des jabs, des petits touch, touch, touch. Puis qu'on a de l'autre côté Almeida qui tape avec un gros low kick et un gros crochet dans le pocket. Peut-être qu'il va avoir un petit edge là, aux yeux des juges, surtout à domicile. Du côté d'Aswell, gros combat contre Bogdan Grad au Contender Series. Regardez ça, le volume, là, quand je parle de quantité de frappe. Pardon. Combat très serré qui a perdu malheureusement et a été signé de dernière minute. Donc, a pris le combat up à weight class contre Bolaji Oki à 4 jours d'avis. Honnêtement, ça, c'est tout de même impressionnant. Bolaji Oki qui était un très, très gros favori contre Aswell. Mais Aswell qui en a donné pour son argent, qui a même réussi à voler un round. Là. Donc, regardez ça, la quantité de frappes qu'il a lancées. Lui qui était undersize à 4 jours d'avis, il n'a pas manqué de cardio, il a encaissé des gros shots, tout ce que Bolaji lui a envoyé. Il a volé un round. Fait que, bref, belle performance. Faut pas toujours trop. On a tendance des fois à donner trop de fleurs sur les combattants qui lookent bien dans la défaite. Ça reste une défaite pareille. Mais bref, tout de même, on n'a pas le choix de se donner Hockey qui est relativement un bon prospect. Donc là, il s'en va combattre au Brésil. Honnêtement, comme je dis, un côté comme de l'autre, ça ne me surprendrait pas une décision.
Mais je pense que à Dog Money, Lucas Almeida, il pourrait peut-être là, edger ça. Et les cotes sont plutôt juicy. Là. Je pense qu'il y a du plus 400 Almeida décision sur certains books. Ça a peut-être changé depuis la dernière fois que j'ai regardé, mais c'est définitivement quelque chose là, qui me trotte dans la tête. Prochain combat, on a Ricardo Ramos versus Khan Offley. Donc Ramos, le Brésilien, versus Offley, le Turc. Vous voyez, je m'en souvenais plus de celle-là. Donc Ramos qui est présentement favori à moins 200 versus Offley à plus 165. C'est le genre de price tag qu'on veut jamais ligner sur Ricardo Ramos, à mon avis. Ricardo, qui est un combattant très talentueux, mais c'est arrivé souvent dans sa carrière qu'il ne deliver pas ou qu'il tente, ça look un petit peu comme s'il quit dans certains combats, quelque chose qu'on n'aime pas. Mais honnêtement, de l'autre côté, on a Offley, j'ai des doutes s'il est UFC level, honnêtement. Là. Je vous explique pourquoi dans un instant, mais bref, si on regarde là, leur mensuration, 17-7 pour Ramos, 11-4-1 pour Offley. On a déjà parlé des cotes. L'âge 30 ans, 32 ans, donc quand même semblable. 5 et 9, 5 et 7. Gros avantage de portée du côté de Ramos pour 72 pouces versus 66 pouces. Fait quand même à considérer. Maintenant, pourquoi Offley, je ne suis pas certain qu'il est UFC level. Très low volume debout. Sa technique est donc, tendance à plus boxer un petit peu, mais boxe très très stiff. C'est pas smooth quand il frappe. Oui, il semble avoir un certain poids dans ses coups quand il va les appuyer, mais c'est vraiment pas super élégant à mon avis pour ce niveau-là. Lutte correct, mais c'est plus un combattant à mon avis qui rely sur sa physicalité, donc assez musculaire, très bon cardio, ça faut lui donner, semble durable aussi. Mais justement, plus un gars qui va essayer de vous bully puis de vous pousser dans la cage. Puis comment je le vois gagner ce combat-là, c'est pratiquement en faisant du cage pushing pour la majorité du fight. Donc à mon avis, c'est pas mal son path to victory, qui est pas un chemin assez, qui est très, très, on va dire, divertissant. Donc, Canofli qui pourrait mettre de la pression, mettre Ramos sur le back foot, l'appuyer contre la cage, peut-être avoir un takedown X, Y moment. Mais Ricardo Ramos qui a un très très bon jiu-jitsu là, sur papier, là, excellent grappler. Au niveau là, du striking, beaucoup plus technique et diversifié du côté de Ricardo Ramos. On s'en souviendra, Ricardo Ramos, je crois que c'est un des seuls combattants, si ce n'est pas le seul, qui a 2 knockouts par spinning back elbow au UFC. Un ici contre Ayman Zahabi, ça c'est triste, on l'aime Ayman, mais bref, c'est arrivé. Faut lui donner, c'est spectaculaire là, comme knockout. Et vous voyez, il y en a un deuxième là, juste ici contre Danny Chavez. Donc un spinning guy, on va le dire, je suis sûr qu'il va en envoyer là, dans ce combat-là. Il pourrait même le clipper avec un. Fait que bref, niveau technique, je crois qu'il est way over Canofli. Niveau danger debout également. Ricardo Ramos, peut-être un peu moins durable, mais j'aurais douté plus avant son dernier combat là, contre Chepe Mariscal. Mariscal qui est extrêmement doué, qui est un bon prospect dans la division. Honnêtement, Ricardo Ramos, il a mangé un bad beat dans son dernier fight. Mais s'il a réussi à tenir 15 minutes pour encaisser les gros coups de Chepe Mariscal, je pense qu'il va être capable là, de tenir le coup contre Canofli. Du moins pour vrai, si Ramos il perd ce combat-là, c'est fini pour lui, là, le prospect history ou whatever, là, les spéculations. Là. Du côté de Canofli, on le voit, de un, il y a beaucoup moins d'expérience là, à ce niveau-là, UFC level, mais pas non plus des performances super élégantes. Donc, ça, c'était finale de Ultimate Fighter, si je ne me trompe pas. C'est fait knocker par Maron Santos, un bon prospect, qui est d'ailleurs en ce moment un partner d'entraînement de Ricardo Ramos. Ramos, ça pourrait peut-être l'aider. Je crois qu'il est rendu avec les Fighting Nerds. On sait que les Nerds sont sur une moins bonne lancée récemment, mais ça reste une très bonne équipe avec des bons game plans. Fait que ça va peut-être donner un regain de vie à Ricardo Ramos, qui sait. Et son dernier combat contre Mohamed Naimov, je veux dire, pas nécessairement la pire performance que j'ai vue, mais c'est un genre de snoozer, low volume des deux côtés. Mohamed Naimov qui réussit à mixer les takedowns, contrôler Offley pour des plus longues périodes, que ce soit contre la cage ou whatever. Fait que bref, pour moi, côté Ramos,
La cote, comme je vous dis, c'est sûr que ça me plaît pas énormément à ce prix-là, rendu dans les environs de quoi, moins 200. On va aller vérifier l'air. Ouais, moins 200 pour. Il y a eu beaucoup de mouvements de line. Dans le temps de moins 170, c'était un petit peu mieux. Il devrait gagner. S'il perd ça, honnêtement, là, c'est point, point, point. C'est un pétard mouillé. C'est fini, je crois, pour l'avenir de Ramosh. Là. Du moins, de percer les top 10 là, du UFC. Là. Ça sera pas possible, à mon avis. Bref, Ricardo Ramosh, de mon côté, j'aurais tendance à dire une décision. Hoffley qui semble assez durable. Mais qui sait s'il passe pas un sneaky spinning back elbow. Premier fighter au UFC avec 3 knockouts de la sorte, ça serait assez incroyable. Donc bref, voilà pour ce combat. Prochain combat, on s'en va chez les heavyweights. On a Jonathan Diniz versus Mario Pinto. Ce qui risque d'être un bon combat également. Si on regarde un petit peu là, les mensurations, on a Diniz le Brésilien contre Pinto qui vient du Portugal. Les cotes qui n'ont pas arrêté de flipper de la semaine également, très serrés. Au niveau de l'âge, 34 ans Diniz, Pinto 27 ans. Le poids heavyweight, les deux dans les mêmes environs, 255 livres. Pinto, léger avantage au niveau de la grandeur, 1 pouce, sinon portée 0,5 pouces. Là. Diniz très très serré. On voit que la majorité des gens croient qu'il va avoir un knockout, du moins de la communauté, devrais-je dire. Je pense que ça va être un bon combat. Je crois que ça va se passer debout. Mario Pinto, qui a un peu moins d'expérience au UFC. Si on parle de leur profil, Mario Pinto, qui est plus, à mon avis, il a une meilleure boxe, je crois, pure que Diniz. Il est bon pour mesurer avec son jab. Il ne va pas juste faire des gros power shots. Il va touch, puis il va finir par envoyer une grosse bombe. On l'a vu contre Austin Lane d'ailleurs, qui est une performance sur laquelle on va revenir bientôt. Donc, Pinto qui peut envoyer des low kicks, boxe principalement, donc supérieur à ce niveau-là. Par contre, je crois que Diniz est un striker supérieur. Donc, si on parlait de boxe pure, non. Mais Diniz qui a un gros background en kickboxing, là, si on va regarder ici, relativement récent au niveau du MMA. Mais vous voyez, là, il y a un gros background en kickboxing professionnel. Autant des grosses victoires que que des défaites un peu plus importantes. Donc, à prendre en considérer dans la balance. Je m'attends à un combat debout, donc c'est sûr que j'ai tendance à l'aligner du côté du meilleur striker en Diniz, qui a peut-être une boxe peu moins bonne, mais côté variété, donc mixer les mains avec les jambes, peut monter des high kicks, des front kicks un peu plus dynamiques avec les low kicks également, les genoux plus proches au corps à corps, qui est un petit peu plus dans son arsenal. Et son crochet avant, Diniz, son check hook, c'est pas mal son arme la plus dévastatrice, ou du moins la plus connue. Si on regarde un peu son parcours, gros KO, Adana White Contender Series, a fait son début ensuite contre Austin Lane. Ça, c'est rigolo parce que Mario Pinto, c'est la même chose. Il y a eu un bon knockout à Contender Series et a débuté au UFC contre Austin Lane, le bottom du barrel des heavyweights. Ensuite, décision contre Carl Williams, a perdu contre Marcin Tybura. TKO, c'est arrêt du docteur, si je ne me trompe pas, là, entre les rounds. Donc, Diniz, on le sait, c'est un kickboxer. Il se ramasse sur le dos. Tybura, qui le martèle de ground and pound, et une très grosse coupeuse, si je ne me trompe pas, le médecin qui va arrêter. Dernier combat contre Alvin Hines. Alvin Hines, qui avait pris le combat un peu short notice. Un bonhomme invaincu, niveau moyen. Par contre, il était juiced up. Il était pris tous les stéroïdes pas possible. Il a bu un cocktail, la potion magique de Astérix et Obélix. Mais bref, il a été suspendu pour dopage suite après. Ce qui fait du sens parce qu'honnêtement, Alvin Hines, il s'est fait piece up. Je ne sais pas comment il a fait pour toffer les 15 minutes là, contre Diniz. Il réussit. Il y a l'argument que Diniz a un moins bon cardio, il fatigue, mais honnêtement, vous irez voir le pace de ce combat-là. Là. Diniz qui envoie tous ses plus gros shots à Hines et lui qui encaisse tout comme si c'était des petits gâteaux au déjeuner. Là. Fait que, bref, je peux comprendre qu'il est fatigué dans ce duel-là. Et oui, ce qui est intéressant, c'est que là, Mario Pinto, c'est un striker principalement. Paraîtrait qu'il a des skills de jiu, de grappling, mais c'est jamais arrivé dans sa carrière professionnelle, Pinto, qu'on le voit vraiment initier le grappling de son propre gré et aller chercher du contrôle des takedowns. Donc, je crois que c'est la première fois que Diniz va affronter quelqu'un
qui n'essaye pas de le mettre au sol. Donc, vous voyez, Hines, il a shooté 10 takedowns, il y en a eu un seul. Marcin Tybura, 1 sur 3, il a justement fini avec une coupure via ground and pound. Carl Williams, 2 sur 5. Mais Carl Williams, qui est un lutteur, donc la threat du takedown était là. Austin Lane, même chose, un footballeur qui veut te plaquer au sol. Et puis son premier combat là, au Contender Series, un seul takedown, mais on s'entend, takedown à thème, pardon. Ça n'a pas duré assez longtemps pour que Nuevez entende plus. Donc, c'est la première fois que Denis va arriver dans la cage du UFC et qu'il n'aura pas trop à se soucier là, des takedowns de son adversaire. Ça pourrait jouer contre lui. Qui sait si Pinto n'a pas un game plan de wrestling pour ce match-là spécifiquement? Ça se pourrait. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu sur tape de Pinto, c'est pas un combattant qui va chercher les amener au sol. Maintenant, de son côté, Bellwin Contender Series, maintenant, c'est un peu un red flag contre Austin Lane ici. On le dit, Austin Lane, c'est le bottom de la division. Et le premier round, Austin Lane qui outstrike Pinto, qui va même le knock down, donc Pinto se fait mettre au sol. C'était un énorme favori. J'avais des tickets avec. J'avais chaud, mettons, on va se le dire. Donc Pinto qui est très, très relax. Vous allez le voir, c'est un fighter assez smooth debout. Il a l'air très détendu, mais là, il l'était vraiment trop. Il s'est fait pincer, il s'est fait knockdown par Austin Lane. Puis honnêtement, ça, c'est un extreme bad look, se faire knockdown par Austin Lane. Il retourne dans son coin entre les rounds. Ses coachs chez Crank disent là, il faut que tu fasses de quoi, là, ça marche pas. Il se réveille, il commence le deuxième round en feu, puis il place une overhand partie d'une autre galaxie là, qui éteint Austin Lane. Fait que, bref, belle reprise, il faut lui donner. Donc bref, si on fait un petit résumé, on a probablement une battle de striker. Donc je vais pencher du côté du striker le plus complet, qui a le plus gros arsenal. Probablement le plus durable là, si on se fie à ça ici. Mais encore une fois, c'est du low level heavyweight. Donc soyez prudents, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Côté moneyline, etc., moi je vais juste me tenir loin de ça. Même la décision, autant que je pourrais voir un des deux combattants se faire lit en 3 minutes, que ça pourrait être une espèce de sloppy kickboxing fight là, jusqu'à la décision. Donc bref, difficile de read ce combat-là. Mon pick, c'est Jonathan Dennis, mais niveau bet, ça va être un stay away pour ma part. Prochain combat, on a Vincent Luque, The Silent Assassin, versus Yoel Alvarez, El Fenomeno. Je crois que ça va être un one-way traffic. Joel Alvarez devrait complètement roll over Luque. C'est triste à dire parce que j'aime Vincent Luque, mais au point de sa carrière, je crois que c'est un terrible match-up pour lui. J'en ai parlé si vous avez écouté Décision partagée plus tôt cette semaine avec Max. Yoel Alvarez, qui était un de mes combattants préférés chez les 155 livres, mais là, monte à 170. Va probablement être dans mon top des 170 s'il reste là. Et je crois que c'est un bon move, honnêtement, pour lui. Mais bref, avant de parler de ça, si on regarde un petit peu là, ce qui se passe ici, 23-11-1 du côté de Luque, 22-3 pour Alvarez. Énorme favori, moins 600. Il y a Coolbet qui l'a encore dans les moins 500 si ça vous intéresse d'avoir un petit edge pour vos parlays. Mais je crois que c'est un très bon parlay piece, là. Justement, Yoel Alvarez. Brésil contre Espagne. Si on regarde l'âge, 33-32. Luque qui n'est pas super vieux, même s'il est wash. Mais en termes de millage de MMA, de carrière, de dégâts, il y a probablement 70 ans. Donc, au niveau du poids, on l'a dit. Alvarez qui fait son premier combat chez les 170 livres, mais regardez le gabarit. 6 pieds 3 versus 5 et 11, 77 pouces versus 76 pouces. Donc même s'il passe de 155 livres à 170, il y a tout de même un avantage assez flagrant au niveau du gabarit, de la taille. La communauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en Luque, on le voit ici, puis ça reflète un petit peu là, les odds. Maintenant, pourquoi je crois que c'est un terrible match-up pour Luque? Si on regarde rapidement, Luque, très belle carrière au UFC, honnêtement. Là, il a battu des combattants excellents. Vous voyez passer Tyron Woodley, Randy Brown, Nico Price, Chiesa, Dos Anjos plus récemment, mais bref, pas son poids. Il a livré des guerres contre des bons fighters. Mike Perry, on le voit ici. Stephen Thompson, Turner, Price encore, Belal Mohamed, c'est vrai, ils ont eu 2 combats ensemble. Knocké Belal Mohamed en 2016, je me souviens, si vous n'êtes pas un fan de Belal, allez voir ce combat-là, vous allez être heureux. Mais bref, Vincent Luque qui a été dans le top des welterweight très longtemps. Mais qu'est-ce qui a changé, là, c'est ici. Malgré toutes les guerres qu'il y a eu, c'est ce bad beat-là
qu'il a subi, qui a changé sa carrière. Donc, contre Geoff Neal, il s'est fait knockdown à 2 reprises. Coup significatif ici, mais c'est un très, très mauvais combat en termes de dégâts. Il y a eu une hémorragie cérébrale après ça. Pensait même pas pouvoir se rebattre. Finalement, une convalescence. A décidé de revenir 1 an plus tard. Et depuis ce temps, il ne look plus le même. C'est plus le même fighter. C'est plus le Silent Assassin. C'est très différent. On l'a vu, il a wrestlé pour la première fois de sa carrière. Il est devenu un wrestler contre Dos Anjos. Il veut plus recevoir de coups. Il encaisse mal. Il est rendu hésitant debout. Aussitôt qu'il reçoit des shots, justement, c'est sa réaction, comment que ça se passe, son game plan, on dirait que tout prend le bord un petit peu. Il s'est fait knocker à nouveau contre Joaquin Buckley. C'est triste. Ensuite, une belle victoire par Gorimbo. Mais Gorimbo, c'est un contender, entre guillemets, qui est en train de monter dans la division, qui est encore green. Donc, il a réussi à avoir une soumission en 52 secondes. Vous voyez, il n'a pas reçu de dégâts dans ce duel, fait que tant mieux. Contre Kevin Holland, dernier combat. Kevin Holland, un autre combattant qui est très grand, qui a de la portée, ça n'a pas bien été du tout, là. Premier round, Luque qui shoot un single, attrape la jambe, Holland qui fait juste le smasher à répétition, puis on voit que Luque, il sait comme pas quoi faire. Est-ce que je complète mon takedown? Est-ce que je lâche? C'est comme. Ça va vraiment pas bien. Il se fait piece-up debout. Finalement, Holland qui réussit à aller chercher la sub au deuxième round. Luque, le master des Dars, des Anaconda, qui se le fait faire lui-même ici. Donc, très bad look pour son dernier fight. Du côté de Yoel Alvarez, son parcours à 155 livres, on l'a dit. Il y a quelques flots dans sa carrière. Là. Il y a 3 défaites, il n'est pas invaincu. Par contre, quelque chose d'exceptionnel, à mon avis, avec lui, là, c'est regarder ses victoires. Il n'a jamais gagné de décision. En fait, il y a un seul combat sur 25 qui est allé à la carte des juges. Toutes ses victoires sont par finish, que ce soit des subs, 17 et 5 par knockout. Donc, son jiu-jitsu est nasty, mais il est extrêmement dangereux debout. Donc, avec les kicks, avec les genoux, avec les coudes, Alvarez, c'est un stud debout. Il est très, très, très dangereux. Donc, contre un gars qui ne veut plus recevoir de shots comme Luque, ça annonce rien de bon. Et maintenant, le sub-threat, je veux dire, Luque, on l'a vu se faire soumettre par Holland assez facilement. S'il shoot des takedowns contre Alvarez, que ce soit de la garde ou au moment du shoot, je crois qu'Alvarez va être capable de snatch une sub avec relative aise, du moins contre le Luque 2025. Ce combat-là, c'est un combat qui se passait 5 ans plus tôt. Là. Luque, ça serait un très bon fighter là, dans ce combat-là. Ça serait un duel très, très chaud, mais c'est plus le cas. Donc, Alvarez, quelque chose d'intéressant. Au UFC level, il y a 3 subs, vous voyez ici, mais il n'a jamais obtenu de takedown. Donc, Alvarez, il n'a jamais eu un seul takedown au UFC. C'est toujours ses adversaires qui essaient de les amener au sol. Et c'est lui qui les termine avec son jiu-jitsu. Le seul qui a réussi à s'en sortir, c'est Tsarukyan, qui a gagné par TKO au deuxième round. Je me souviens plus si c'était un TKO ou un Doctor Stoppage, ça serait à vérifier, mais bref. Tsarukyan qui a piece up Alvarez, puis je crois que ça lui a donné une bonne leçon. Donc, moins resté en aisance dans sa garde, là, du moins contre un top guy comme ça. Mais ensuite, beau comeback, soumet Mark Diakiese, TKO Elvis Brenner. Puis Elvis Brenner, c'est un tough extrêmement durable. Alvarez qui a réussi à le mettre out au troisième round. Et puis, son dernier combat contre Drakkar Klose, quand même impressionnant. Il stun Klose debout. Debout, recule contre la cage. Alvarez qui le stun à nouveau avec un flying knee. Drakkar qui fall un peu vers l'avant. Puis il y a Yoel qui saisit le coup d'une main. Puis on dirait qu'il hésite. Ok, je finis-tu la soumission ou je le punch? Finalement, il fait juste le smasher puis il termine. Donc bref, allez regarder ça. C'est un finish quand même intéressant. Donc à mon avis, c'est Yoel Alvarez all day. S'il perd ça, ce serait un très 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 gros upset. C'est ce que je crois. Donc, Yoel Alvarez pour la win, probablement rapidement. Under 1.5 round, c'est ce que je crois. Donc, on est déjà rendu à la demi-finale. On a Deiveson Figueiredo versus Montel Jackson. Au niveau des odds, Jackson qui est tout de même un gros favori là, dans les environs de moins 320. Est-ce que ça a bougé? Non, c'est encore pareil. Versus le gros underdog en Figueiredo. L'âge, 37 ans, bientôt 38 pour Deiveson. 33 ans pour l'Américain. Le poids, oui, 135 livres. Montel Jackson, c'est un 135 livres. On a 5 pieds 5 pour la grandeur versus 5 et 10.
tout de même une bonne différence et un avantage de portée massif là, du côté de Montel Jackson. On parle de 7,5 pouces, ce qui est très très gros. Au niveau de la communauté, intéressant, 54-46%, ça ne reflète pas les cotes sur le marché. Puis je peux comprendre un peu l'intérêt là, en Figueredo, mais bref, on plonge un petit peu là, dans le sujet déjà. Montel Jackson, qui est un freak de la nature, pour les 135 livres, il est énorme. On l'a dit, là, 5 et 10, mais la portée 75,5. J'avais fait une story plus tôt cette semaine, mais ses mains, il y a des mains aussi grosses que des combattants heavyweight comme Ngannou, mais lui, il se bat à 135 livres. Donc, c'est des facteurs à considérer, les facteurs physiques, ça va être un gros avantage ici contre Davison, qui est un ex-flyweight. Donc, chez les 125 livres, c'est là qu'il a eu ses plus beaux jours, définitivement. A fait la transition chez les bantamweight après, c'était après son dernier combat contre Brandon Moreno. On va aller vérifier là. Oui, c'est ça ici. Donc, il a perdu contre Moreno. Et ensuite, a décidé de monter de poids. A eu tout de même une belle run au départ, mais a vraiment changé son style d'approche. Chez les poids mouches, il était vraiment reconnu pour son striking agressif. Il finissait tous ses adversaires ou presque. Donc, un des rares flyweight qui avait une tonne de finish à son résumé. Il a réussi à battre Rob Font, mais surtout avec ses takedowns, son contrôle au sol. Donc, Figueiredo qui a une bonne lutte, un bon jiu-jitsu. C'est un combattant très complet. Combat suivant contre Cody Garbrandt, l'ombre de Cody. Il le smoke. Deuxième round, il réussit à amener ça au sol encore une fois. Va chercher la sub. A battu Marlon Chito Vera, le même knockdown. Donc, très belle performance ici. Ça s'est corsé. Combat suivant contre Petr Yan. Mais Yann qui est au top de la division, qui va peut-être avoir un autre title shot encore. Dommage un peu pour lui. Davison, c'était un peu le. S'il réussissait à battre Yann, c'était peut-être un title shot, qui sait. Il y a eu un autre gros combat important contre Corey qui vient juste de se battre pour la ceinture. Finalement, perdu au deuxième round. TKO, c'est dans des échanges de grappling. Corey Senegan, les positions, whatever, là, son ligament, je l'ai ici, je crois que c'est antérieur latéral là, de Figueiredo qui a tear. J'ai fait des recherches par contre parce que c'est quand même seulement 5 mois. Donc, une blessure comme ça, ligamentaire, ça prend quand même une bonne rehab normalement, mais il a réussi à se sauver de l'opération, ce qui a rendu ça un petit peu plus. Un comeback un peu plus rapide. Mais reste qu'à 37, 38 ans, chez les flyweight, bantamweight, je crois que le corps peut-être qu'il suit un petit peu moins, puis c'est un signe flagrant là, dans cette situation-là. Du côté de Jackson, son parcours au UFC, vous voyez, il y a 2 défaites contre Ricky Simmons et Brett Jones, puis les deux, ils ont réussi à le pin au sol et le contrôler pour la majorité là, du combat. Il y en a qui disent qu'il y a des arguments pour la victoire de Montel si on se base sur le dégât au lieu du contrôle. Peut-être qu'il était un peu moins d'actualité dans ces années-là. Mais bref, il a perdu à cause qu'il s'est fait out-wrestle, out-grapple. Montel, par contre, qui a un gros background de lutte, donc il est capable de lutter, il est capable de grappler également. Est-ce que techniquement il est de part avec Figueiredo? J'aurais tendance à dire la lutte oui. Mais il montre qu'il peut se faire amener au sol. Vous voyez, son dernier fight contre Daniel Marcos, qui est un striker, s'est fait takedown 3 fois. Peut-être un petit peu trop relax ou sloppy de temps en temps, puis pour ça qu'il se fait amener au sol de la sorte. Bon get-up game, Montel Jackson, mais il a tendance à donner son dos à chaque fois qu'il se relève. Donc il se fait takedown, il se tourne, il est tellement fort physiquement, il fait juste comme c'est off, fuck off, je vais me lever. Il se tourne, il donne son back. À date, il n'y a pas eu de mauvaise surprise, il s'est pas fait soumettre. Mais contre un grappler comme Figueiredo, ça pourrait être un problème. Donc, il a tendance à juste se tourner, donne le back et posture up, se relève. Donc, possible qu'il le fasse, encore une fois, mais possible qu'il se fasse avoir de la même manière. Et justement, je crois que si Figueiredo veut gagner ce combat-là, il faut qu'il take down, un peu comme Brett Jones, Ricky Simmons, il faut qu'il take down Montel à répétition, il faut qu'il cumule du contrôle. Peut-être trouver une sub en chemin, mais ça va être c'est beaucoup plus facile à dire là, qu'à faire. Sinon, debout au niveau du striking, on l'a dit, l'avantage de portée. Figueiredo qui cogne fort encore, mais chez les bantamweight, sont habitués à un petit peu plus de puissance, j'ai l'impression. Et Montel Jackson, on a parlé de sa lutte, de son jiu, de son athlétisme, mais il cogne très très dur. Il a le record du plus gros nombre de knockdowns dans l'histoire des bantamweight.
On parle de 11 ou 12 knockdowns, là, on va les compter. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 knockdowns là, chez les bantamweights. C'est assez immense. Par contre, je crois qu'il ne faut pas compter les deux de Contender Series, c'est vrai. Donc, on va dire 11 knockdowns. C'est le record de tous les temps là, dans la division pour un seul fighter. Donc, avec sa portée, son allonge, il est très précis, il a une très bonne défense. Je crois que debout, Figueiredo pourrait avoir un mauvais quart d'heure. Même si Figueiredo a montré une bonne durabilité dans le passé, justement, à son âge, c'est là que des fois, ces choses-là vont s'effriter un petit peu plus. Donc, je ne serais pas surpris que Montel Jackson il connecte une patate debout. Il est très low volume, il est très sélectif dans ses shots, mais s'il connecte clean, il peut éteindre les lumières à n'importe qui dans les divisions. À mon avis, on le voit, là, Damon Blackshire, ça a pris une shot en 18 secondes. C'est un exemple parfait. Il y en a qu'il faut passer, c'est pas nécessairement des très très bons fighters, mais ça montre à quel point il est dangereux là, au niveau du striking. Donc on dirait qu'à ce point-ci de sa carrière, Davison, je vois mal comment il va être capable de dominer Montel Jackson pour une durée prolongée. Donc mon pick, c'est Montel, mais j'ai l'impression justement que si se présente Montel sloppy, qui n'est pas à son meilleur, il combat au Brésil, je crois qu'il y a un seul combat à l'extérieur des États-Unis dans sa carrière, c'est contre Brett Jones, il a perdu. Donc, tu sais, s'il n'est pas à 100% puis il prend ça à légère, Figueiredo, il pourrait sortir un upset de son chapeau, j'en suis certain. Mais je crois qu'il gagne beaucoup plus souvent là, qu'autrement. Probablement outstrike Figueiredo, peut-être même le blesser debout ou le ragdoll un petit peu plus avec sa physicalité là, au niveau de la lutte. Fait que, bref, mon pick, c'est Montel, mais je me garde tout de même une petite réserve là, dans ce combat-là, vu qui est en face de lui, même s'il est au bout de sa carrière. Et nous sommes rendus au combat final, les amis. Quel main event? Charles do Bronx Oliveira versus Mateusz Gamrot. Gamrot qui a accepté le combat dernière minute, je ne me trompe pas, un peu moins de 2 semaines d'avis. Mais il dit, on le voit dans son nickname, The Gamer, il est prêt à aller au Brésil, essayer de casser le party. Combat super intéressant. On a le king de la soumission au UFC, Charles Oliveira, qui détient le record à 35 ans versus 34 pour Gamrot, donc pas non plus dans la toute fleur de l'âge, on va dire, pour le MMA du moins. Brésil versus Poland pour une deuxième fois, je crois. Au niveau du poids, on le sait, 155 livres. La grandeur, la portée, un petit peu plus à l'avantage de Charles. Fait que quel combat intéressant. Honnêtement, on pourrait en parler pendant 30 minutes, mais je vais essayer de couper ça un petit peu plus court là, pour vous autres. Si on parle au niveau des statistiques, Charles qui a une précision beaucoup plus élevée debout, donc striker plus précis. Puis on le sait, debout, là, il va avoir l'avantage de technique, de diversité, de puissance. Un peu tout, je dirais, debout. Par contre, Gamrot, il faut lui donner les fleurs où est-ce qu'il les mérite. Il a fait du progrès dans le striking. Là. Je vous invite, si vous faites un peu de tape ou vous aimez voir les combats, allez voir par exemple Gamrot contre Dariush et allez voir Gamrot contre Klein. Donc son striking, il a vraiment fait du chemin. Il s'est vraiment amélioré. Il va avoir des setups pour des kicks un petit peu mieux, moins hésitants, utilise mieux son power. Fait que, bref, ça, on va y revenir dans un instant, là, mais son striking s'est vraiment amélioré. Tu pourrais être de part avec Oliveira? Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, si on commence, Oliveira, honnêtement, ce qui m'inquiète le plus dans ce combat-là, c'est lui ici. Il s'est fait geler solide très récemment. On parle au mois de juin, là, ça fait vraiment pas longtemps. Puis un knockout assez brutal. Gamrot, ça me fait moins peur que Fizaev qui devait affronter au départ, définitivement. Mais comme je dis, Gamrot qui a travaillé son striking, puis ça prend une bonne patate un peu wild, puis il pourrait sonner là, Charles. Je crois pas que ça arrive à high clip comme scénario. But who knows, ok? Ça reste punchy kiki quand les rounds ils commencent. Et du côté de Gamrot, justement, il y a eu un beau fight dernièrement contre Klein. Il a outstrike, il a contrôlé, il a takedown. Mais on le sait, sa game, c'est justement sur la base de la lutte, du contrôle. Charles, qui est un excellent grappler également, mais on a deux styles différents ici. On a Gamrot que je qualifierais plus d'un grappler positionnel, un lutteur avec un gros pace, mais qui ne va pas nécessairement prendre énormément de risques une fois au sol. Donc, il veut maintenir, il veut contrôler, mais il ne va pas aller chercher des grosses opportunités de sub
ou de ground and pound nécessairement, c'est pas son plus gros threat. Puis on le voit là, au UFC level, Gamrot, il a passé énormément de temps en control time, puis il y a seulement un sub attempt là, officiel dans les stats de l'UFC. Puis à l'inverse, Charles, oui, il est capable d'avoir des takedowns. Des fois, c'est lui qui se fait amener au sol, mais lui, c'est tout à fait l'inverse. Il va essayer de créer des opportunités, tout faire pour terminer ses adversaires. Et c'est pas pour rien qu'il a le record de soumission au UFC. On le voit, il average 2,6 tentatives de sub là, par 15 minutes, ce qui est énorme. Dans une tonne de combats, il a fini une tonne de combats par soumission, mais même des combats qui ne sont pas terminés de la sorte, il en a essayé. Donc, c'est à prendre en considération ici. Et également, Matthäus, son takedown préféré, c'est le low single leg. On le sait, c'est souvent ça qu'il va faire, mais aussi les doubles, il peut en faire. C'est tous des takedowns aussi, tu n'es pas careful. Tu peux te faire attraper le coup assez rapidement, surtout contre un combattant comme Charles. Puis il nous l'a montré contre Tsarukyan d'ailleurs. Si vous vous souvenez, là, je crois que c'est un combat qui va peut-être looker un peu comme ça. J'en parlais avec Max d'ailleurs plus tôt cette semaine. Mais bref, Tsarukyan qui shoot un takedown un peu plus classique, entre guillemets, au premier round. Charles qui agrippe le coup, guillotine extrêmement serrée. Puis honnêtement, vous irez voir Charles de la guillotine, c'est tête. Puis les jambes de Charles glissent sur les pantalons de Arman. Il perd ses culottes carrément. Donc les pants descendent, les jambes de Charles ils glissent en même temps. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a sauvé Tsarukyan de la soumission. Donc, on voit que c'est un next level danger au sol, là, Charles Oliveira. Puis dans ce cas-là, à chaque fois que Matthäus il va shooter, le danger va être présent. Puis il va shooter. Croyez-moi, c'est sûr qu'il va envoyer des takedowns. Pourquoi debout? Oh, là, on revient un petit peu au striking. Charles, l'avantage de danger, il cogne dur, il est dangereux, un peu wild. Puis je crois qu'il ne va pas nécessairement respecter le striking de Gamrot, donc il va s'en donner à cœur joie. S'il réussit à pincer solidement Gamrot, qu'est-ce qu'il va faire? Gamrot, on l'a vu très souvent. On a parlé de la durabilité de Charles, mais il n'y a pas nécessairement un meilleur chin qu'Oliveira. Il s'est fait knockdown officiellement 5 ou 6 fois depuis qu'il est au UFC. Vous voyez, Dos Anjos, Jalen Turner, Dariush, Tsarukyan. Il s'est fait dropper de multiples fois. Même contre Dan Hooker, ils n'ont pas scoré, mais il s'est fait piece up. Ils n'ont pas scoré le knockdown officiellement, mais à mon avis, c'en est un. Définitivement. Même Klein au premier round, si je ne me trompe pas, qu'il pince avec un jab, les genoux flanchent un peu. Mais à chaque fois qu'il se fait blesser de la sorte, son premier réflexe, boum, dive dans les jambes, il shoot. Donc un club and sub de Charles, ça ne me surprendrait pas dans une situation comme ça. Et on a parlé des front chokes de Charles. Les combattants qui ont eu beaucoup de succès contre lui, on parle de Dariush, il l'a out-scramble définitivement. Qu'est-ce qui l'a aidé? C'est à chaque fois que Gamrot obtient un takedown ou shoot, il essaye d'aller chercher une sub, que ce soit aller chercher une jambe, isoler une jambe, un bras, un choke. À chaque fois, pratiquement, Beneil, il threat avec les sub attempts. Ça lui permet de se relever, défendre des takedowns, mais de ne pas passer beaucoup de temps sur son dos. Et du côté de Hooker, à au moins 4 ou 5 reprises, Gamrot, il shoot. Et Hooker ne va pas nécessairement finir la sub ou avoir une tentative officielle, mais il va chercher le coup de Gamrot pour lui faire comprendre que si tu continues ta tentative, moi je vais jumper la guillotine ou whatever, je vais aller chercher un choke. Puis ça l'a vraiment neutralisé là, la majorité des amenés au sol de Hooker. C'est toutes des choses que je crois Oliveira est capable de faire. Donc sur papier, à mon avis, Charles, c'est un très mauvais match-up pour Gamrot. Qu'est-ce qui m'inquiète maintenant, on l'a dit, la dernière performance de Charles où il s'est fait allumer, ça, j'aime pas voir ça. Mais aussi l'aspect short notice. Charles se préparait pour un striker en Fizaev. Là, il tombe contre un heavy wrestler, donc ça change un petit peu la dynamique du combat. Mais à mon avis, c'est un tough match-up pour Gamrot, stylistiquement parlant. Vous m'excuserez là, mon mot qui est un petit peu rushé. Au début de la semaine, quand j'ai discuté avec Max Carabine, mon pic c'était Gamrot, mais plus j'ai creusé, plus j'ai fait mes recherches, plus j'ai fait OK, shit, Charles est live. Charles est au prix de underdog. Fait que pour moi, c'était un no-brainer finalement. J'y vais du côté de Charles. Gamrot est live pour la victoire définitivement, mais je pense que Charles devrait être un léger favori dans ce combat-là. Même, je le listerais dans les coins de moins 140, moins 150, peut-être même voir moins 160 au plus haut. Et Charles, qui était le underdog au départ, on a vu un petit mouvement là,
On regarde ici, vous voyez du moins 105. OK, ça bouge. Il y en a qui ont encore du moins 125 pour moins 120 pour Gamrot. Mais c'est ça. L'argent commence à entrer sur Oliveira et je suis de cet avis-là. Personnellement, un petit poke, si vous êtes wild, si vous croyez en les chances d'Oliveira, mon avis, c'est que la sub est vraiment live. Que ce soit quand Gamrot il shoot ses takedowns, que Charles trouve une opportunité, ou comme on a discuté, un club and sub. Donc Charles qui pince Gamrot debout, il shoot un takedown désespéré et Oliveira qui réussit à aller chercher une soumission là, opportuniste. Donc, des bonnes chances. À plus 275, je trouve qu'il y a une bonne value. Donc, pour ma part, un petit poke là-dessus, 0.3 unités. Et sinon, je donnerais un autre bet. Là. On a un pari, un same game parlay sur Bet365. On a Yoel Alvarez qui gagne par finish, Yoel Alvarez qui va faire plus de coups significatifs et Yoel Alvarez qui va gagner en bas de 2.5 rounds. Donc, au lieu d'un moins 600 sur Joel, on obtient des odds de moins 125. Donc, à mon avis, c'est très legit pour ces conditions de victoire. 1,87 unités là-dessus pour un retour de 1,5 unités. Si le play vous plaît, fine, vous pouvez tell à votre discrétion. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer, il n'y a pas de stress. Fait qu'il y a un petit bonbon pour vous autres. C'est tout pour la carte, pour le breakdown. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à venir me suivre, que ce soit sur Instagram, YouTube. Laissez un petit commentaire, un like. Je vous souhaite une belle carte samedi et de cacher vos plays. Peace!